Lionel, même, on n'a pas mis de néphrotoxique et notre malade pisse toujours pas. Alors Là, 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 on est embêté. on est embêté. Et donc, tu vas nous parler du précoce ou du tardif dans l'indication de l'épuration extra-rénale. Un quiz qui va apparaître, mais là, un tout petit problème technique, donc il va apparaître un petit peu plus tard. En gros, la question, c'était finalement, est-ce que maintenant il y a consensus sur le précoce tardif et est-ce que toutes les études ont montré que finalement, bah, plus tôt on est pur, dans les bonnes indications, mieux c'est pour le malade. Est-ce que tu Alors, peux... oui, mais, écoute, merci Mathieu de me poser cette question parce que c'est une vraie question d'école. Hein, justement, pendant notre cursus, on a vu des réanimations qui y allaient tout de suite et il y a des réanimations qui allaient vraiment très tardivement avec, on va le voir sur les diapos, des questions d'école qui sont sur les... En fait, c'est la balance bénéfice-risque. D'un côté, il y en a qui pensent que traiter de façon agressive la surcharge, ou tout du moins essayer de l'éviter, corriger une acidose métabolique et contrôler l'hémostasie, c'est quand même mieux que de ne rien faire. Bon, je crois qu'on peut enterrer le fait que l'urée et la créate, c'est des marqueurs d'urgence. Sauf quand on a un patient qui arrive à plus de 70 d'urée et qui a un coma lié à ça. Mais on a un peu ce temps d'attente. En tout cas, l'autre stratégie, la stratégie tardive, c'est de dire on va essayer au rein de récupérer, lui laisser le temps, et surtout, on veut limiter les complications de cette circulation extracorporelle. Parce que l'insuffisance rénale traitée en réanimation avec une épuration extra-rénale continue ou intermittent, c'est un circuit de CEC avec une infection liée à ce circuit, un risque d'hémorragie ou d'aggravation, parfois si elle est mal réglée, de l'insuffisance rénale aiguë, en particulier si on commence à faire des prélèvements patients à un patient qui est hypovolémique, on ajoute un deuxième stress. En tout cas, les experts, ils sont très clairs. Ils disent on ne peut pas se prononcer. Alors ça, c'était en 2014, compte tenu de la littérature de l'époque. Il n'y a aucune littérature digne de ce nom qui peut nous aider à avancer dans cette question et y répondre. Alors, faut-il y aller avant l'acquis? Ça, on sait que non. Ah, bah tiens, il n'y a plus les diapositives. Alors, c'était une étude de Jean-François Payen, hein, de Didier Payen, pardon, qui montrait qu'effectivement, épurer des patients qui, malheureusement, n'étaient pas au stade de l'insuffisance rénale, mais qui avaient de forts risques d'y aller, allait entraîner une augmentation significative de la mortalité liée à la technique. Deux études sont arrivées récemment. Une étude dans le JAMA, à Elaine, et une étude dans le New England. Les deux études montrent des résultats complètement différents. Une étude où le précoce est vraiment précoce, une autre étude où là il y a un problème de définition parce que le précoce en fait c'est le tardif de l'autre étude, montre qu'il n'y a aucun intérêt à faire du précoce. Il n'y a pas de différence de mortalité, si vous me croyez sur les courbes. Regardez, c'est marqué en bas, 49 versus 49. Alors que de l'autre côté, il y a vraiment une différence de mortalité. Les deux études sont critiquables, l'une est monocentrique et l'autre a exclu. Ça devait être marqué également sur cette diapositive. 640 patients. Tu fait de belles diapositives, Ouais, hein. ouais, j'ai fait de la belle diapositive. Épuré. 640 patients avant de traiter les patients. Donc c'était vraiment une population très sélectionnée. Et surtout, en fait, ce qu'on voyait dans le supplémentary, hein, c'est que les patients chez qui on avait attendu ou on avait fait le pari de ne pas y aller, en fait, si on se trompait et qu'il fallait les épurer, il y avait une surmortalité de plus de 15%. Donc là encore, pour conclure, je crois qu'il faut arrêter de croire qu'on peut épurer sur un chiffre. Un chiffre de diurèse, ça c'est souvent faux. Un chiffre d'urée ou de créate, c'est également faux. Le but absolu, c'est il y a des choses où on est obligé d'y aller parce qu'on sait que c'est des situations critiques comme l'hyperkaliémie, l'acidose métabolique très sévère, l'OAP réfractaire. En revanche, il y a la médecine personnalisée. Et c'est sûr que si on est sur un patient qui est Cadigo 3, on ne va pas discuter, on va y aller. Actuellement, c'est les données de la littérature. En revanche, il y a des patients qui sont Cadigo 2, et là où on peut se poser la question. On peut se poser la question du terrain. Il a un capital néphronique très altéré, il va avoir probablement plus de risques d'aggraver très rapidement sa fonction rénale.
Un patient qui est en phase hypercatabolique, il va aussi y falloir y aller beaucoup plus précocement. Et après, c'est l'évolutivité du patient. Un patient qui s'aggrave excessivement vite, nous, en tout cas dans notre service, on a cette culture d'aller un peu plus précocement que sur le patient qui a 20 ans et qui peut probablement attendre, ou en tout cas qui a plus de chances de pouvoir atteindre la récupération de son rein. Je vous remercie. Eh ben, merci beaucoup Lionel pour ces belles illustrations. Euh, euh, c'est une question à la fois compliquée et en fait assez simple, il me semble. Je trouve que c'est compliqué à formaliser et puis j'ai l'impression que finalement en pratique, j'ai l'impression que ça pose pas tellement de problème. Alors quand tu disais par exemple un patient Cadigo 3, eh ben, ça pose finalement il faut épurer. Mais est-ce que vraiment un patient qui a triplé sa créatinine mais qui n'est pas, qui a une duresse conservée, qui n'est pas hyperkaliémique menaçant et qui n'est pas en grande surcharge hydrosodée, est-ce que vraiment finalement on a un bénéfice attendu de l'épuration extrarénale? Non, pas forcément. Pas forcément. On peut, chez ce patient-là, attendre, suspendre. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde, si on veut essayer avec un chiffre de résumer la chose, on va avoir, en fonction des études, en fonction des patients chirurgico-médicaux, des résultats complètement différents. En pratique, en clinique, quand on fait la visite et quand on est au lit patient, on ne va pas prendre un seul critère pour y aller. On va prendre la globalité du patient et la globalité des chiffres. Et ça, c'est très difficile à faire apparaître dans les études. Donc pour moi, la question sur des chiffres type Cadigo, c'est pas la bonne question. C'est quelles sont les bonnes indications de l'épuration extra-rénale. Je ne sais pas ce que tu en penses, Oui, Carole. ouais, justement, je voulais rebondir là-dessus. Je pense qu'il faut arrêter le coup des chiffres, parce que ce n'est pas sur des chiffres qu'on va décider. Et d'ailleurs, Cadigo l'a extrêmement bien dit, c'est ce qui est autour, la pathologie, les facteurs de risque, qui est bien évident, parce que laisser par exemple un patient qui a un capital néphronique qui est déjà altéré et attendre, c'est sûrement une très mauvaise chose pour la récupération rénale, et ça a été montré. Donc c'est le contexte, et donc globalement, on ne prend pas, en tout cas moi chez moi, on ne prend pas de décision sur une valeur de créate. D'abord c'est sur des variations sur quelques heures, déjà, pour commencer. Donc on voit l'évolution, si c'est un sepsis ou un choc hémorragique, on sait qu'il y a eu multiples agressions dans les premières heures, on va y aller. Et puis, on ne va pas beaucoup se tromper. Après, on peut toujours attendre. On peut attendre que le malade fasse un arrêt cardiaque hypoxique avant de l'intuber aussi, hein, en se disant la ventilation, c'est dangereux. Donc voilà, il n'y aura jamais de chiffre magique. Il n'y en aura pas. Donc on comprend bien que plus que la question précoce ou tardive, c'est les bonnes indications finalement de l'épuration extra-rénale. Dans ces indications-là, quand même souvent c'est le contrôle de la balance hydrosodée chez nos malades qui sont oliguriques ou anuriques avec une insuffisance rénale sévère. Et c'est compliqué finalement de bien évaluer la balance hydrosodée et de détecter la congestion. J'ai beau m'y intéresser, mais je trouve toujours ça assez difficile. En pratique, comment vous faites, Olivier? Bah, c'est vraiment très compliqué. Et moi, quand je reprends les bilans hydriques entrée-sortie de la réanimation, ils sont faux. Ils sont tous faux, tout le temps. Même si on est informatisé, que les infirmiers rentrent dans l'ordinateur des chiffres, etc., eh bien, c'est majoritairement faux parce que c'est très compliqué à évaluer. Il faudrait compter toutes les seringues et elles ne sont pas reliées systématiquement. Alors, on l'aura bientôt et ça arrivera en réanimation un jour, hein. Et pour l'instant, elles ne sont pas reliées directement à l'ordinateur, donc tous ces volumes-là ne sont pas toujours bien pris en compte. Les multiples choses qu'on vient, les drains qui sortent, les choses perdues dans le lit d'urine ou d'autres sécrétions, et bien ça, tout ça, c'est mal compté. Donc évidemment, c'est très compliqué d'avoir un bilan hydrique, hydrosodé, entrée-sortie correct. Thomas? Donc c'est difficile à évaluer, hein, Moi, en je suis pratique. bien d'accord avec Lionel sur le fait que le patient qui a une grosse surcharge hydrosodée, c'est quand même un argument pour démarrer plus précocement, pour essayer de ramener le patient le plus rapidement possible à des chiffres enfin une balance hydrosodée correcte. Moi, je voulais vous demander si vous aviez changé vos pratiques suite à la publication de l'étude française, de l'étude Akiki. Euh, donc, parce que ça, c'est souvent ce qu'on nous demande, est-ce qu'il faut changer nos pratiques? Euh, Cette étude qui recommande de plutôt démarrer tardivement. Alors, clairement, non. Deuxième nom, Claire. Troisième nom, Claire. Mais
on ne s'était jamais basé que sur l'urée et la créate pour épurer. Hein. Cadigo n'avait pas fait ça dans ce sens-là. Hein. Cadigo était un essai de classifier des patients en acute kidney injury, ce qui n'était pas fait avant, et ce qui faisait des études complètement hétéroclites avec des patients pour qui un coup l'insuffisance rénale c'était 500 de créate et un coup c'était 150. Donc ils avaient fait la classification pour ça, mais jamais pour dire quand est-ce qu'il faut débuter sur ces critères-là. Ça a malheureusement pas de sens. Dernière chose, il y a quand même une indication qui apparaît peu dans ces études-là, qui apparaît plus dans les études chirurgicales, en particulier en chirurgie cardiaque, c'est les patients avec défaillance cardiaque droite. Où là, ce n'est pas à but de clairance, hein, c'est vraiment à but de limiter la surcharge et soulager le cœur droit. Et dans ces études-là, on voit des modifications de mortalité spectaculaires. C'est le contrôle de la balance hydrosodée. Exactement. C'est via l'ultrafiltration Ouais. Il y a l'ultrafiltration. et qu'on arrive. Et Il y a- on revient à la congestion dont on parlait tout à l'heure et la question Il y a des une étude diurétiques. exceptionnelle sur la congestion hein, des années 70 sur des singes. Le rein est dans une capsule inextensible hein, et donc quand il y a congestion, il est bloqué là-dedans et l'hyperémie du rein va l'empêcher de fonctionner. Et ils prennent des singes à qui ils ont fait une surcharge hydrosodée, ils décapsulent le rein chirurgicalement et le singe se remet à pisser de façon naturelle juste avec la décapsulation du rein. Il y a quand même une étude de 70 physiologique sur le rein qui est assez merveilleuse. Et dans les pires ennemis du rein, on a l'hypotension, on a les néphrotoxiques, mais on a l'hyperpression veineuse. Tout Et à ça, il faut absolument pas l'oublier. Et l'ultrafiltration permet vraiment de traiter cette chose de façon assez rapide et simple. Et si je peux rajouter, donc en monitorant les arguments en faveur d'une hyperpression Bien veineuse, sûr. où on a le choix entre la Bien PVC, l'échocardiographie, sûr. La les PVC, cathétérismes droits en fonction des compétences, des situations et des indications. Et donc, à la réponse du quiz qu'on avait posé donc, à nos spectateurs, dans la littérature, l'initiation précoce a été constamment associée à un meilleur pronostic et à 70%, donc les spectateurs répondent faux. Et donc, ils ont raison. Hein, pour l'instant, il n'y a absolument pas de consensus. Et il y a des études qui sont parfois en apparence contradictoires, mais surtout finalement qui ont une approche assez différente. Donc, pour l'instant, le précoce, en fait, n'a pas beaucoup de sens. C'est plutôt les indications. Et ce qu'on essaye d'affiner, c'est les bonnes indications de l'épuration extra-rénale. Oui, mais alors dans la littérature, hein, il faut spécifier parce que la question était vicieuse. Le Non, précoce de certaines études exagère. était tardive pour Ouais, d'autres tout et à fait. inversement. Et en revanche, dans la littérature, aucune étude sur le tardif n'a montré de supériorité. Il y a eu des études sur le précoce qui étaient mieux, mais tardif, jamais, et Akiki est négatif quand même, hein, c'est NS, je vous rappelle. Et on attend donc ICU idéal ou idéal Qui ICU sera négative aussi, qui on sera peut le parier. probablement négatif.